commencer par remercier Eleni d'être ici aujourd'hui pour nous parler des réseaux de communication quantique. Eleni est directrice de la recherche au CNRS. Elle est basée au laboratoire LIF6 à Sorbonne. Elle travaille sur la cryptographie et les communications quantiques et elle a une approche expérimentale qui la porte aussi à s'impliquer, outre que dans l'académique, dans l'environnement industriel. Je pense que tu participes à une start-up. Et peut-être tu en diras un mot ou pas, je sais pas, à voir. Si, je vais le mentionner, ouais. Et encore une fois, merci d'être là. Je suis ravie qu'on puisse découvrir avec toi cette thématique que je trouve passionnante. Et donc, du coup, merci beaucoup pour l'introduction, merci pour l'invitation, pour vous présenter un petit peu quelques travaux et quelques idées autour des réseaux de communication quantique. Je vais faire une petite introduction pour se rappeler qu'on parle donc dans le domaine global des technologies quantiques qui a évolué. Quand on introduit ce domaine, on parle souvent donc de deux révolutions quantiques. La première qui est impliquée l'observation et la manifestation macroscopique des principes de la physique quantique. Et cette deuxième révolution quantique va vraiment au cœur des systèmes physiques et on va donc manipuler les particules quantiques uniques et les faire interagir pour une grande gamme d'applications. Donc, les applications du domaine vont de la communication quantique, surtout autour de la sécurité, qui est l'objet de la présentation aujourd'hui, jusqu'au calcul quantique, qui promet une accélération de certains calculs, la simulation quantique, qui nous permettra de comprendre mieux certains systèmes complexes physiques, et puis encore la métrologie et les capteurs quantiques qui augmentent la précision des mesures. Juste avant d'aller au cœur du sujet de communication quantique, je voulais juste très rapidement vous rappeler surtout pour les personnes qui ne se rappellent pas voilà, très bien de quoi elles saisit pour l'information quantique, je ne suis pas certaine si vous avez suivi d'autres séminaires dans ce domaine. Comment on fait pour coder l'information quantique dans des particules? Donc, l'équivalent de l'unité d'information classique, donc les bits et les qubits, qui est l'unité d'information quantique, il se manifeste avec des états qu'on appelle des états en superposition, qui sont souvent représenté avec cette sphère qui s'appelle la sphère des blocs. Donc, mathématiquement, on parle donc des états et là, il faut de alpha 0 plus bêta 1, où il faut se rappeler que les 0 et les 1, c'est des particules physiques. Donc, ça décrit l'état physique d'une particule. Et donc, que nos états de superposition se trouvent sur la sphère, sur la surface de cette sphère. Donc, il s'agit d'un espace très riche où peuvent se trouver ces états de superposition quantique. Dans la présentation aujourd'hui, mon qubit va être toujours le photon parce que donc peut-être que si vous avez entendu des séminaires autour du calcul quantique, vous savez que il y a beaucoup de plateformes de calcul quantique possibles. Pour la communication quantique, nos porteurs d'informations, ça va être les photons, la lumière, et parce qu'ils sont robustes face au bruit ambiant et ils peuvent aussi être transportés sur de longues distances. Et comment ça fonctionne? Sans rentrer dans les détails, là, je vous montre un exemple qui prend cette propriété des photons qui s'appelle la polarisation, qui est la direction du champ électromagnétique. Et donc, en fait, la façon dont on code l'information, c'est qu'on code l'information sur les états de polarisation des photons uniques et puis on manipule en passant par exemple par des composants polarisants et on les mesure avec des détecteurs des photons uniques. Et donc, ainsi, on suit les probabilités données par la physique quantique. On trouve des corrélations, des statistiques, des probabilités des mesures des
ces photons qui sont uniques dans les mondes quantiques. Et c'est ce type de corrélation ce type de probabilité qu'on va utiliser. Donc là, ici, on a parlé que des états de superposition. Donc, il faut aussi mentionner, surtout pour le domaine de la cryptographie quantique et qu'on va aborder aussi, qu'il y a le théorème du non-clonage qui nous dit que des états quantiques inconnus ne peuvent pas être clonés, c'est-à-dire on ne peut pas avoir un état quantique et avoir une clone, une copie de cet état quantique. Et donc, ce qui nous aide évidemment beaucoup pour tout ce qui concerne les applications cryptographiques. Et puis, dernier point d'introduction. On parle donc le deuxième, donc en plus des codages dans des états de superposition, on peut aussi coder l'information dans des propriétés des particules intriquées qui montrent qui montrent des corrélations non locales. Et c'est un sujet extrêmement compliqué. On pourra passer plusieurs heures en discutant de l'intrication et des corrélations non locales. Malheureusement, ça ne va pas être possible. Donc, je vais quand même vous donner un tout petit peu une vision très, très haut niveau de l'intrication et des corrélations non locales. Donc, c'est un petit peu l'équivalent comme en physique classique. On parle des phénomènes aléatoires qui viennent de notre ignorance. Par exemple, comme quand on a une boîte comme ça fermée, on a les particules dedans. On peut imaginer que les mouvements de ces particules sont aléatoires, mais en réalité, on connaît toute la dynamique et on peut prédire les mouvements de ces particules si on connaît toutes les équations. Donc, partant sur ces constats, des scientifiques comme Einstein, Podolsky et Rosen se sont posés la question, est-ce que c'est pareil pour la théorie quantique? Est-ce que on voit qu'il y a une notion d'aléa apparente en physique quantique? Est-ce que la réalité correspond en fait à des propriétés locales des particules et l'aléa, c'est juste qu'une impression et en fait, on peut vraiment prédire tout ce qui se passe en mécanique quantique. Et donc, du coup, ils ont proposé ces paradoxes où on prend des états qu'on appelle intriqués. Vous voyez ici les différences de cet état intriqué. Avant, on avait un 0, un 1. Ici, on a des paires de photons. OK? Des paires de qubits. Et donc, mathématiquement, on les écrit comme ça, mais ça veut dire que rappelez-vous que ce sont des vecteurs. Donc, ça, c'est des produits tensoriels. Et donc, du coup, on les éloigne très loin. On les éloigne et on les fait passer par des différentes bases de mesure. Par exemple, en polarisation, comme vous voyez ici. Et donc, on étudie ensuite ces corrélations sur des très longues distances entre ces particules et on suit ce qui est connu maintenant comme le test de John Bell qui a montré que les corrélations qu'on observe dans ces cas-là n'est pas compatible avec tout ce qu'on aura pu voir dans un monde classique. Et donc ça c'est intrinsèquement lié, intimement lié avec l'aléa, donc qui dans notre cas ne vient pas de l'ignorance, elle est inhérente à la physique quantique et c'est vraiment l'intrication qu'on va considérer comme une ressource fondamentale pour l'avantage qu'on observe dans les technologies quantiques. Donc ça, c'était une introduction vraiment très rapide au domaine global des technologies quantiques et comment on code l'information. Et donc, si on passe maintenant au domaine de la communication quantique, si on doit les définir avec une seule phrase, on pourra dire que la communication quantique, c'est l'art de transférer de l'information quantique entre des liés distants. Donc, on va dire coder nos états dans des propriétés des états des quantiques de la lumière, comme on les a vus, donc des superpositions ou des états intriqués. Ces états-là vont être propagés dans des fibres optiques, dans des moyens, des canaux de communication qu'on utilise aussi dans le monde des télécommunications aujourd'hui, dans des fibres optiques ou des canaux espace libre, par exemple satellitaires. Et puis ensuite, le traitement de l'information va se passer dans les nœuds du réseau
qui peuvent être des processeurs ou des capteurs ou des mémoires quantiques. Et l'objectif du domaine de la communication quantique, c'est qu'on peut démontrer un avantage quantique dans certaines propriétés qui sont très souvent, je vais vous donner quelques exemples de ça, la sécurité, pour des tâches intéressantes. Exactement, on va voir quelques exemples de telles applications juste tout à l'heure. Et puis, il y a un autre domaine qui regarde aussi l'efficacité des communications, la complexité des communications. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais gardez en tête que ça peut être aussi un secteur d'application de la communication quantique, comment diminuer le nombre de fois où on doit communiquer dans un réseau grâce à l'utilisation des technologies quantiques. Si on décrit une feuille de route des différentes étapes des réseaux quantiques et de leurs applications, donc ça c'est une figure assez dense que vous voyez ici, mais en gros, je vais suivre un tout petit peu cette feuille de route dans la prochaine demi-heure de la présentation. Ça se définit, donc là vous voyez à l'axe Y la maturité de la technologie, l'axe X les temps, sans préciser évidemment exactement des années, mais ça vous donne un petit peu une idée. Donc aujourd'hui, on va en parler un petit peu plus tard aussi, on est dans une étape d'évolution des réseaux quantiques qui nous permettent de faire certaines applications, dont l'application phare, c'est la distribution quantique des clés, et aussi quelques autres fonctionnalités cryptographiques, dans des réseaux qui sont caractérisés par le fait qu'on n'arrive pas tout à fait à envoyer, à distribuer des intrications à de très longues distances. Ce sont des réseaux point à point, soit en utilisant des états de superposition, soit des états intriqués, et donc pour pouvoir, mais pas sur de longues distances, et donc pour pouvoir faire communiquer des utilisateurs sur des distances qui dépassent la capacité de ces liens, il faudra soit faire du routage, soit utiliser des nœuds intermédiaires auxquels on fait confiance, et donc ça impose pas mal de contraintes de sécurité. Et ça, on sait le faire plutôt bien aujourd'hui. La prochaine étape ensuite sera de distribuer des intrications et même des surcroît sur de plus longues distances. Et puis, si on ajoute aussi la capacité de stocker l'information quantique, d'avoir des mémoires, des mémoires à haute performance, on va en parler, cela nous permet d'atteindre des applications plus complexes, plus avancées, pour lesquels on espère démontrer un avantage quantique. Et puis ensuite, le Graal, disons, de la communication quantique sera de connecter des ordinateurs et des capteurs quantiques dans des réseaux, à la fois dans les types data center, mais aussi dans des réseaux de type quantum Internet sur de très longues distances. Et dans ces cas-là, la première catégorie de protocoles, les applications ils viennent plutôt du monde du côté de la cybersécurité pour les infrastructures critiques, par exemple, ou des données très sensibles, ou de sécurisation des communications dans les data centers. Et dans le deuxième cas, quand on va vers les calculs, on peut même, la communication quantique peut être les liens entre les différentes technologies quantiques et nous permettre d'atteindre l'avantage quantique et calculatoire plutôt grâce à l'interconnexion quantique. Donc, on va suivre un petit peu ces schémas. On va parler dans un premier temps et surtout de deux premiers, la flèche. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec la distribution quantique des clés, avec l'intrication, la distribution d'intrication et même entre plusieurs parties. Ensuite, on va ajouter la fonctionnalité des mémoires. Je vais vous montrer un petit peu où on va à partir de maintenant et je vais vous donner comme exemple quelques applications qu'on a étudiées dans notre équipe et les réseaux aussi d'infrastructures de communication quantique qu'on développe à Paris, en région parisienne. Dans la première catégorie des protocoles que je vous ai montré, les deux premières flèches, et donc ça c'est donc la cible, ce sont des applications des réseaux donc sécurisés. Et ça c'est ça se développe beaucoup au niveau européen via un projet du flagship européen de la Commission européenne qui s'appelle le Quantum Secure Network Partnership. Donc dans un transparent, je peux vous dire un tout petit peu quel est l'objectif, les objectifs qu'on poursuit dans un grand consortium, dans cette collaboration
collaboration. Tout d'abord, on voit la distribution quantique des clés comme une fonctionnalité fondamentale qui a un rôle de levier, donc c'est-à-dire qu'elle est en soi une fonctionnalité intéressante, mais elle aide aussi à comprendre comment faire, comment implémenter, déployer des technologies de communication quantique dans des réseaux, dans des vrais réseaux. Et donc, ces technologies, on doit pouvoir montrer qu'on peut avoir des solutions à bas coût. Par exemple, en se basant sur l'intégration photonique, qu'elle doit pouvoir coexister avec les réseaux classiques. Il y a beaucoup de travaux autour de l'hybridation entre la distribution quantique des clés et les protocoles de cryptographie post-quantique, qui amène vers des communications robustes face aux attaques par ordinateur quantique, donc en apportant une sécurité en profondeur. Et ensuite, de l'autre côté, des questionnements plus fondamentaux autour de minimiser le plus possible l'hypothèse qu'on doit faire dans ces réseaux dans ces types de protocoles pour pouvoir enlever le plus possible les contraintes liées aux implémentations, aux démonstrations pratiques de la distribution quantique des clés, de la QKD. Et en parallèle, dans ces types de travaux, on regarde beaucoup de fonctionnalités d'applications qui vont au-delà de la QKD en essayant de démontrer un avantage quantique pratique. Et là, je vous montre quelques exemples comme les calculs multipartites sécurisés, qui est un sujet de recherche en soi, même dans le monde de la cryptographie classique. Les quantum money, donc long term secure storage et puis après aussi les sensing répartis. Donc, je vais vous un petit peu rapidement, sans rentrer trop dans les détails, je vais vous montrer 3 exemples de ce type d'application. Je vais aller un petit peu vite sur la distribution quantique des clés en espérant que vous connaissez un tout petit peu déjà et donc et je vais me focaliser plus sur d'autres applications pour d'abord pour vous montrer comment on distribue de l'intégration multipartite et ce qu'on peut faire, par exemple des réseaux de capteurs sécurisés et aussi vers les quantum money avec une mémoire quantique, ce qui va me permettre de vous introduire cette technologie de mémoire quantique et passer vers des questionnements autour des réseaux quantiques du futur comme l'Internet quantique. Donc, tout d'abord, pour la QKD, un petit rappel, un petit peu la description, un petit peu des types textbook de ces protocoles. Et juste pour ceux qui entre vous, peut-être qu'on n'en a pas entendu parler. Donc, ça, c'est un protocole qui a des cryptographies symétriques qui est robuste face aux attaques par ordinateur quantique. C'est-à-dire que contrairement au système, aux algorithmes cryptographiques actuels, il n'y a pas besoin de faire d'hypothèses sur la capacité calculatoire des parties malhonnêtes dans une échange sécurisé de messages. Pour le cas de la distribution quantique des clés, donc l'objectif, c'est à la fin de ces protocoles, nos 2 interlocuteurs qu'on appelle dans les domaines Alice et Bob vont finir par une série de bits aléatoires de 0 et de 1 qui forment la clé cryptographique qui sera ensuite utilisée pour une communication sécurisée en utilisant un protocole de chiffrement. Et donc, il faut quand même garder en tête que pour faire ça, il faut qu'Alice et Bob partagent un canal quantique. Comme on a vu tout à l'heure, ça peut être une fibre optique ou un canal, n'importe quel canal optique ou des objets quantiques peuvent passer, des photons. Et donc, ça peut être aussi, comme on va voir tout à la fin, aussi des satellites. Et il y a aussi besoin d'un canal authentifié. Et donc, ces protocoles QKD doivent être combinés avec des protocoles, des algorithmes d'authentification et de chiffrement. Et dans une très, très, très basique, on va coder l'information de la clé dans des
porteur photonique. Et puis après, l'analyse, la mécanique quantique nous dira que toute information que Eve, donc la partie l'espionne, voudra obtenir de la communication quantique va forcément, par les règles de la mécanique quantique qu'on a vu tout à l'heure, la superposition, l'intrication ou les théorèmes de non-clonage, va amener à des erreurs entre ce qu'Alice et Bob reçoivent et ce qu'ils échangent via le canal public. Ensuite, et ça va leur permettre d'extraire la clé secrète. Dans notre équipe, on utilise ce qu'on appelle une QKD à variable continue. Donc, on a Alice et Bob. Donc, variable continue, ça veut dire que contrairement au protocole habituel de cryptographie quantique d'un clé où on encode l'information sur des propriétés des photos uniques, dans notre cas, on va encoder les propriétés sur l'information sur des propriétés des états cohérents. Donc, ça, c'est les états qui sortent nativement d'un laser. Donc, ça nous permet d'affranchir d'une difficulté des systèmes à photo unique qu'on n'a plus besoin, qu'on n'a pas besoin de photos uniques ou de simuler des photos uniques pour faire ce type de protocole. Ensuite, on prépare ces états cohérents selon une distribution qui peut avoir une modulation gaussienne. Donc, on choisit des états dans l'espace des phases avec des différentes amplitudes de phases des états cohérents. Et puis après, ces états-là, ils sont atténués, ils sont envoyés chez les récepteurs, Bob, ils sont mixés avec une référence de phase, et puis après, ils sont calculés, ils sont mesurés avec un système qu'on appelle cohérent. Et donc, ça, c'est le deuxième avantage de cette technologie, qu'on n'a pas besoin de détecteurs de photos uniques pour faire, qui est une technologie assez spécifique pour faire ce type de protocole. Donc, sur ces sujets-là, dans notre équipe, qui est développée depuis des années en France, donc on a travaillé avec Nokia Bell Labs, qui nous a apporté beaucoup d'expertise autour du traitement du signal numérique dont on a besoin dans ce type de système. Donc, en fait, le système optique est relativement simple et beaucoup de la complexité d'un protocole comme ça se passe au niveau du DSP, comme on dit, Digital Signal Processing, qu'on utilise et qui est similaire qu'utilise par exemple Nokia dans les systèmes télécoms cohérents. Et donc, du coup, on a adapté ce système DSP dans notre système optique. Et donc, ça a amené à des taux de génération de clés secrètes par rapport à la distance. C'est comme ça qu'on mesure les performances d'un système comme ça, qui était très élevé, ce qui est propre à ces technologies de QKD à variable continue. Donc, comme ça, on voit combien de clés secrètes on peut utiliser qui peuvent ensuite, comme vous voyez, on est dans l'ordre de même presque d'une centaine de mégabits sur une fibre de 10 km. Donc, on reste un peu moins, quelques mégabits par seconde sur des fibres de 25 km. Ça vous donne un petit peu une idée des performances de ces systèmes qui peuvent ensuite être utilisés pour la transmission des messages sécurisés. Parce que ce système de DSP était propriétaire à Nokia, on a développé aussi dans notre équipe notre propre software qui fait toute la suite de ces DSP pour aider à développement un peu type open source pour ce type de technologie. Et ensuite, donc ça c'est décrit dans ce papier. Et puis ensuite, on a fait beaucoup de choses aussi autour de l'intégration photonique sur diverses plateformes d'intégration photonique, sur les plateformes comme le indium phosphide ou le silicium, où on peut montrer les types de fonctionnalités. Aujourd'hui, on est en train de voir si on peut démontrer un système complet de CVQKD avec des puces photoniques. Je vais passer maintenant, donc ça va être tout pour la distribution quantique des clés. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à me poser. Donc, j'espère que ça vous a donné une petite idée. Et maintenant, juste pour revenir là, je vais vous montrer un petit peu des choses, un petit peu des travaux autour de si on regarde un petit peu comment on était dans cette flèche-là, autour qu'est-ce qu'on peut faire dans un réseau où on peut distribuer de l'intrication. Est-ce qu'il y a des protocoles cryptographiques qu'on peut faire avec ce type d'état?
Et donc, du coup, pour faire ça, il y a beaucoup d'idées qui tournent. Ah, pardon, excusez-moi. Je vais d'abord parler de mémoire quantique. En fait, j'avais inversé. Donc, d'abord, je vais vous parler d'abord d'un protocole de cryptographie quantique avec une mémoire quantique. Et ensuite, on va passer dans l'intégration multipartite. Je vais un petit peu échanger par rapport à ce que je fais habituellement. Donc, je vais vous montrer donc un protocole pour avancer dans ce deuxième type de protocole, une cryptographie quantique avec une mémoire. Et donc, en fait, ça, c'est protocole de quantum money, de monnaie quantique, a précédé les protocoles de distribution quantique des clés. C'était en fait l'idée originale de Wissner qui était avant même le protocole de base de cryptographie quantique. Et donc, qu'est-ce qui nous dit ce protocole-là? Si vous voyez un petit peu ces protocoles à droite, on voit donc les garanties de sécurité, ça va être contre un client malhonnête et on aura une collaboration entre la banque et les vendeurs. Et donc, du coup, dans ce protocole-là, la banque va préparer des états quantiques qu'elle va donc normalement devoir stocker dans une carte, on peut dire, dans un token, on dit en anglais, on peut le dire, ou dans une monnaie quantique. Et ces états-là, ensuite, vont être testés par la personne les vendeurs, les terminales, et donc des paiements. Ensuite, ces deux, la banque et les terminales, vont communiquer entre eux pour s'assurer qu'il n'y a pas eu une duplication de l'argent de ces clients. Et donc, ça repose beaucoup sur les mêmes idées sur lesquelles repose aussi la distribution quantique des clés. Et donc, du coup, on avait fait pas mal de travaux. Donc, il y a eu beaucoup de protocoles autour de ces idées, des implémentations qui n'incluaient pas la fonctionnalité de la mémoire. Et donc, l'objectif plus récent dans ce type de travaux, c'est justement d'inclure cette couche de mémoire pour que ça ressemble vraiment à une carte de crédit quantique. Et donc, si on fait l'analyse de sécurité, ça nous montre que ça met beaucoup de contraintes sur la performance de cette mémoire en termes notamment de l'efficacité de cette mémoire. Donc, allons voir un petit peu à quoi ça ressemble, une mémoire quantique. Les mémoires qu'on utilise dans notre système, qui sont aussi la base technologique de la start-up qui a été mentionnée, que Francesca a mentionné au tout début, la start-up que j'ai confondée, qui s'appelle WeLink. Et donc, qu'est-ce qui fait, comment fonctionne une mémoire quantique? On a une superposition d'un qubit photonique, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, en fait, une mémoire quantique, dans une mémoire quantique, on transpose ces qubits photoniques vers une superposition d'un état atomique parce qu'en fait, les atomes, donc on utilise pour ça des interfaces lumière-matière. Et donc, les systèmes atomiques ils sont bien meilleurs disposés pour stocker l'information quantique. Ok, juste avec des photons, les photons, c'est un objet volant. Il se balade beaucoup, il va vite, comme vous savez, avec la vitesse de la lumière. Et donc, du coup, c'est pas un très bon moyen pour stocker l'information, pour faire attendre. Donc, en fait, il faut vraiment ces interfaces pour passer donc cet état des qubits photoniques vers des états des systèmes plus stables comme des atomes. Et bien ensuite, et donc dans le cas de cette mémoire-là que je vous parle, c'est des ensembles d'atomes froids très larges. Et donc, du coup, après, vous pouvez les voir comme on pousse le bouton et on récupère un autre photon avec une opération de contrôle, on récupère l'information. Donc, les caractéristiques très intéressantes dans un système comme ça sont quelle est la probabilité que quand je mets un qubit dedans, ça va sortir. Donc, ça, c'est l'efficacité. Et la fidélité, c'est est-ce que cet état à la sortie va être proche de l'état dans l'entrée de ces systèmes. Donc, dans cette mémoire quantique que nous avons développée, donc vous voyez ici, c'est un nuage d'atomes. Donc, il y a des millions d'atomes, de rubidium dans cette mémoire quantique. Et donc, qui fonctionne dans une transition de rubidium qui est autour des longueurs d'onde autour de 795 nanomètres. Et donc, la fidélité n'est pas du tout les points compliqués. Donc, on arrive à
une fidélité de 99%. L'efficacité, qui est un point extrêmement compliqué à atteindre, c'est très élevé, donc c'est très compétitive au niveau mondial, autour de 90%, et aussi les temps de stockage, qui est extrêmement important pour tout ce qu'il y a application dans des réseaux, c'est quelques dizaines de microsecondes, et puis ces derniers temps, ça a été augmenté par l'équipe de la startup, même vers en avoisinant même les centaines de microsecondes. Ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on peut faire avec ce type, avec des dizaines de microsecondes, on peut se propager dans quelques dizaines de kilomètres. Et puis après, si on arrive à des millisecondes, plus de millisecondes, cela permet vraiment de synchroniser des opérations dans un réseau quantique en synchronisant, en mettant les photons, les émettant au même moment de la mémoire. Sur quelques centaines de kilomètres. Et donc, d'autres caractéristiques importantes, c'est les bruits, bien sûr, la bande passante, les longueurs d'onde, et si on arrive à multiplexer, donc c'est-à-dire à mettre beaucoup de qubits dans dans une seule mémoire quantique. Donc, les protocoles de mémoire quantique pour lesquels on a utilisé de monnaie quantique, pardon, de monnaie quantique pour lesquelles on a utilisé cette mémoire, vous le voyez ici. Donc, on a un taux d'erreur en fonction de l'efficacité de cette mémoire. Donc, vous voyez qu'il y a comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a une contrainte très forte. Il faut donc que cette efficacité soit au-delà de 60% pour qu'on arrive à démontrer la sécurité du protocole de façon rigoureuse. Et donc, on a fait l'expérience avec une mémoire comme celle dont on dispose, qui a 90%, dans ce cas précis, c'est autour de 80% l'efficacité des mémoires. On a pu démontrer formellement que c'était possible donc d'avoir une monnaie quantique avec une qualité de unforgeability, comme on dit en anglais, qui était donc, ça démontre que c'est possible d'utiliser ce type de mémoire pour des implémentations cryptographiques qui étaient considérées trop compliquées à faire avec cette étape de stockage avant. Et donc, ça donne de la confiance à ce type de technologie. Ensuite, comme je vous ai promis tout à l'heure, je voulais vous parler donc du deuxième flèche, qui était la distribution d'intrication multipartite. Donc, on va peut-être aller un petit peu vite sur cette partie pour avoir un petit peu de temps de regarder quelques autres sujets dont je voulais vous parler. Donc, je vais passer un petit peu la partie théorique un petit peu plus vite. Gardez juste en tête que dans un contexte cryptographique et donc qui est quand même celui de la communication quantique, où, comme je vous disais au tout début, beaucoup d'applications finalement reviennent à démontrer un avantage en termes de confidentialité, en termes de privacy, des aspects de privacy, de garder privées certaines données, de sécurité ou des protocoles autour de l'anonymité, de ne pas être anonyme, donc de ne pas savoir d'où vient une information. Il est très important que la ressource d'intrication qu'on utilise pour ce type de protocole est la bonne, c'est-à-dire qu'on peut la certifier, quantiquement. Et pour ça, on utilise vraiment des idées autour d'une non-localité quantique dont on a parlé au tout début. Vous savez, quand je vous ai parlé des corrélations, des tests de Bell, des caractères très fondamentaux d'états intriqués, eh ben, on va utiliser exactement les mêmes méthodes pour certifier des états intriqués multipartites. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un certifié? Ça veut dire que tout même en présence des parties malhonnêtes, on saura que la ressource dont on dispose, notre état intriqué, va être celle que les parties honnêtes pourront utiliser pour leur protocole. OK? Donc, sans rentrer dans les détails, la toute première chose qu'on a montré, tout d'abord, on a construit des états multipartites. Donc, ça, vous voyez, un dispositif expérimental qui génère des états intriqués de ce type, multipartites. Donc, ça, c'est des polarisations. Donc, ça, c'est un codage en polarisation horizontale, polarisation verticale. Et donc, tout à l'heure, je vous ai montré des pairs de Bell, des 0, 0 plus 1, 1. Donc, ça, c'est un
état. Celle-ci que vous voyez, c'est nommée d'après notamment Zeilinger, qui était le prix Nobel avec Alain Aspect. Et donc, c'est 0,000 plus 1,1,1,1. Et donc, et ça, pour peut-être un ou deux expérimentateurs entre vous, on les génère en mettant, je ne sais pas si vous voyez mes mains, en mettant normalement ces états multipartites intriqués sont générés en ayant deux paires de belles qu'on fusionne, comme on dit, qu'on les met ensemble et donc qu'on mesure les 4 photons à la sortie. Et donc là, dans cette expérience-là, on a superposé les deux dispositifs de génération de paires de belles dans le même dispositif. Donc, ça fait une source très compacte d'intrication multipartite et vous voyez là qu'on les détecte avec des détecteurs de photons uniques très, très performants qui sont basés sur des nanophiles supraconducteurs. Et donc, la première chose que tu peux faire avec ce type de système, c'est démontrer cette certification dont je vous ai parlé. Et donc, en utilisant la façon dont on fait ça, c'est qu'on utilise beaucoup de copies, OK, de cet état. On génère beaucoup, on fait on suit un protocole basé sur les corrélations non locales pour monter donc avec une grande confiance. Donc ça, c'est le niveau de confiance et les paramètres delta qui nous montrent avec quelle probabilité, en gros, une copie qu'on n'aura pas mesurée qui pourra être utilisée pour le protocole suivant a une certaine fidélité. Et pour beaucoup de ces protocoles, on a vraiment besoin d'une certaine fidélité et donc ça nous permet de faire le protocole suivant. Donc, on a montré ça avec une grande confiance. Et puis ensuite, tu peux utiliser ce type de protocole pour des sites de certification pour montrer quelques applications. Donc, une application qu'on a montrée, c'était des réseaux privés de capteurs quantiques. OK? Et donc là, l'objectif, c'est de montrer que s'il y a par exemple un réseau de capteurs sur lesquels tu mets des phases et tu souhaites estimer, tu souhaites tous les utilisateurs pour des raisons il faudra voir à quelle application cela pourrait convenir, mais imaginons qu'il y a quand même un réseau de capteurs, on a une estimation de phase pour chacun de ces capteurs, on veut calculer une fonction linéaire de ces phases. Et donc, du coup, ce protocole-là nous permet d'obtenir que les utilisateurs, en utilisant cette intrication multipartite, arrivent à calculer cette fonction globale, mais sans révéler quoi que ce soit sur l'information individuelle, l'information privée. D'accord? On peut imaginer, par exemple, que ça peut avoir un intérêt dans des réseaux de capteurs qui sont utilisés pour la défense ou pour la synchronisation des horloges et pour une telle ou telle raison, tu ne voudrais pas dévoiler ta phase individuelle. Et donc, encore, sans entrer dans les détails, ces courbes-là que vous voyez démontrent que c'est possible d'estimer cette phase globale sans révéler, tout en gardant l'information locale privée et qu'on voit aussi qu'il nous faut vraiment des états vraiment multipartites et pas juste des états des belles ou des états individuels, des qubits, pour maximiser la possibilité de cette estimation de la phase globale. Et très récemment, nous avons démontré aussi avec les mêmes types d'outils, avec la certification quantique, avec des états multipartites, qu'on peut faire des élections et donc un protocole de voting électronique où on certifie encore qu'on peut garder certaines propriétés comme la vérifiabilité et l'aspect privé de du vote de chacun des utilisateurs de ces dispositifs. Voilà, donc j'espère que je vous ai montré un petit peu un éventail d'applications qu'on peut imaginer pour ce type de réseau quantique en exploitant ce type de ressources quantiques. Si on va maintenant vers des réseaux de longue distance, donc on a dit au tout début qu'on a des limites inhérentes à cause des pertes dans des fibres optiques. Donc, comment on dépasse ces limites? En faisant des réseaux terrestres et des réseaux satellites. Et donc, il y a des grandes initiatives partout dans le monde aujourd'hui d'aller vers des réseaux. Les plus grands, c'est peut-être certains d'entre vous, vous aurez certainement vu cette image qui est très souvent utilisée, qui est les plus
grand réseau quantique du monde qui est déployé en Chine. Donc, ce type de réseau appartient dans la première flèche que je vous ai montrée dans ma feuille de route au tout début. Donc, ça veut dire que tous les réseaux que vous voyez ici, là, qui relient plusieurs villes en Chine, est basé sur des trusted nodes, des données donc auxquelles on doit faire confiance et qui est essentiellement, c'est un réseau QKD, donc ça fait de la distribution quantique des clés. Et donc, il y a eu plusieurs réseaux de ce type, beaucoup en Europe, beaucoup en Asie aussi. Il y a de plus en plus aussi des testbeds métropolitains aux États-Unis, à Chicago, à Boston, à New York, qui font pas de la QKD, mais plutôt des distributions d'intrication, que je vous ai montré, par exemple, quelques applications que je vous ai montrées tout juste maintenant. Et en Europe, on a un très grand projet qui est le réseau d'infrastructures de communication quantique européenne, l'EuroQCI, qui va aller bien au-delà de cette trusted nodes. Donc, si on veut maintenant aller au-delà, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut pouvoir distribuer cette intrication dans un réseau de communication quantique au-delà de ce qui est possible avec des liens point-point. Mais en fait, les canaux de communication quantique ont beaucoup de pertes, ont beaucoup de bruit. Et donc, on perd en fidélité. Il faut augmenter, donc vous voyez là la fidélité qu'on a définie tout à l'heure. Et donc, dans les réseaux, pour ceux d'entre vous qui connaissent bien sûr les réseaux classiques habituels, vous pouvez peut-être vous poser la question pourquoi on ne peut pas utiliser des amplificateurs, comme on fait par exemple dans le monde classique. On ne peut pas faire ça parce que les amplificateurs introduisent du bruit et donc on perd des corrélations. Donc, on est obligé d'utiliser des méthodes de répéteurs quantiques qui impliquent aussi du stockage, donc les mêmes mémoires quantiques qu'on a vues tout à l'heure, et pour lesquelles, donc ces répéteurs et ces mémoires quantiques, il faut avoir des conditions, enfin des contraintes, des performances extrêmement élevées pour pouvoir faire ça. Donc, en fait, un répéteur quantique n'a pas été démontré aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Donc, en fait, c'est qu'en fait, donc jusqu'ici, on a vu des situations où on voyait vraiment, vous voyez, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, soit juste une petite source de photons intriqués et les photons, ou même en double, comme j'ai montré, pour générer de l'intrication multipartite ou pour faire de la QKD. Et là, pour aller au-delà de ces distances, il faut interconnecter donc des dispositifs quantiques via ce qu'on appelle les liens de téléportation. C'est lié de téléportation et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut aussi des méthodes de synchronisation parce que tout ça, c'est assez probabiliste. Quand ces sources de photons intriqués émettent des photons, ça, c'est de façon probabiliste. Donc, en fait, on doit les combiner dans des mesures qu'on appelle des mesures des états de Bell State Measurement, mais en fait, ils ne vont jamais arriver au même moment. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de mettre des mémoires quantiques ici, OK, pour pouvoir qu'ils rentrent. On attend le temps qu'ils font pour qu'ils soient synchronisés, et puis on les émet ensemble. Ils sont mesurés par les états, les BSM, et donc c'est ça qui fait qu'on augmente en fait énormément la probabilité que l'opération ait du succès. C'est comme ça que ça marche pour les répéteurs quantiques. Donc, je vous montre encore dans le cadre de ce qui se passe en Europe. Il y a quelques plateformes expérimentales qui sont utilisées. Par exemple, là, à gauche, c'est à Delft, à droite, c'est à Barcelone. Des petits répéteurs quantiques, c'est quelques dizaines de mètres pour l'instant, qui sont basés sur des plateformes comme des centres de vacances dans les diamants ou avec des états à l'état solide pour faire des embryons de répéteurs quantiques. Il y a beaucoup de défis autour des performances, l'efficacité, le temps de stockage et aussi l'architecture des réseaux autour d'Internet quantique. Et donc, ça se passe dans le cadre d'un deuxième grand projet de collaboration, consortium de communication quantique qui s'appelle la Quantum Internet Alliance, qui est un très grand programme collaboratif au niveau européen, où on espère démontrer des liens de répéteurs de quelques dizaines de bits par seconde sur 50 km avec une bonne fidélité jusqu'à d'ici 2030
2028, donc là 2 ans, et puis après, avec une stack aussi des réseaux aussi pour des cas d'usage. Et ensuite, on voudrait aller vers des 500 km à long terme, vers 2030-2035. Et nous, en France, en région parisienne, c'est qu'on aime, je vais vous montrer les test beds et tout juste après, on aimerait intriquer des mémoires quantiques, dont une, ça va être une mémoire quantique industrielle qui est basée sur la technologie que je vous ai montré tout à l'heure de la société WeLink, où ce que vous voyez ici, c'est exactement les briques d'un Internet quantique que je vous ai montré tout à l'heure, où il faut des sources qui doivent être non dégénérées, c'est-à-dire d'un côté, il y a une longueur d'onde compatible avec la mémoire, de l'autre côté, il faut avoir une longueur d'onde compatible avec une propagation dans une longue distance, dans des longueurs d'onde télécom, et on intrigue les mémoires via cette mesure d'état de Bell. En parallèle de ça, il y a tout un travail d'architecture sur des réseaux. De la même façon que dans le monde classique, on développe des architectures d'interconnexion des systèmes avec tout type de protocoles standardisés. Dans le monde quantique, il y a tout un travail autour du Quantum Internet Research Group, dans des réseaux divers qui sont inclus, par exemple, dans des conférences comme SIGCOM, que peut-être certains d'entre vous, si vous venez du monde des réseaux classiques, vous connaissez, pour trouver un petit peu des équivalents de ces architectures. Donc, peut-être qu'on va pas, comme on a presque fini, et j'aimerais quand même garder un tout petit quelques minutes pour des communications, pour quelques questions. Je ne vais pas peut-être passer beaucoup de temps sur les communications satellitaires. Je vous montre juste que c'est considéré comme les réseaux basés sur l'espace, c'est considéré comme une alternative à des réseaux par nœud confiant et par répéteur quantique que je vous ai montré tout à l'heure. Là aussi, la Chine est un pionnier avec les premiers satellites qui a été envoyé dans l'espace, les Messius. Et donc, nous, les premiers satellites quantiques européens sont planifiés pour l'année prochaine. Et il y a aussi beaucoup de projets qui ont fait avec des cross-borders, avec des stations sol optiques partout en Europe. Je vais passer un petit peu des études de faisabilité pour vous montrer l'infrastructure de communication quantique en région parisienne. Donc, ça, c'est mon laboratoire qui est un de nos principaux de cette infrastructure. On est connecté avec le laboratoire de physique, avec les locaux de notre startup WeLink. On est connecté avec des fibres. Donc, ça, c'est des fibres noires. Donc, c'est des fibres dédiées à la communication quantique qui sont reliées avec les Orange Gardens à Satillon, qui, elles, sont connectés avec les plateaux de Saclay et avec d'autres laboratoires. Vous voyez qu'on a une topologie assez intéressante des réseaux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du benchmarking avec des systèmes commerciaux, des QKD et des postes quantiques. On déploie nos propres systèmes industriels que je vous ai montré tout à l'heure, de la CVQKD. Et on travaille avec des startups issues de notre laboratoire comme VeriCloud et WeLink, sur des déploiements de ces liens avec des mémoires ou avec des applications des réseaux quantiques. Et au niveau français, on est aussi relié avec le deuxième pôle de communication quantique en France, qui est dans la région Côte d'Azur, à Nice, et donc qui ont accès à l'observatoire de la Côte d'Azur, et donc où il y a une station sol optique qui est un petit peu la fenêtre vers des missions de communication quantique un peu partout en Europe et partout dans le monde. Voilà, donc ça mène vers la conclusion. Et donc, en fait, on avance vers ce qu'on appelle une ère de connectivité quantique. Donc, de la même façon qu'on utilise des liens de communication au niveau des puces, au niveau des data centers, des réseaux d'information ou de l'Internet des objets. Et donc, on souhaite aller dans cette direction-là aussi pour les réseaux quantiques. Et donc, ça a été pendant très longtemps défini autour des longues distances, comme je vous ai montré, qui était aussi le cœur un peu de mon exposé. Mais il y a de plus en plus de travaux qui se passent, en fait, au ce niveau des data centers, où maintenant, on essaye de faire des architectures et la communication quantique, les liens photoniques sont là aussi pour mettre en selle même les calculs quantiques. Donc, on appelle ça des quantum interconnects, des interconnects quantiques, où ils peuvent, comme vous voyez ici, les mémoires, les technologies dont je
vous ai parlé, les sources, les répéteurs, sont utilisés partout où on a besoin de distribuer de l'intrication, de connecter des processeurs quantiques ou sur des longues distances via des répéteurs pour arriver à démontrer ce type de protocole que je vous ai montré. Voilà, avec ça, je voulais remercier pour votre attention. Merci beaucoup. Je sais que ça allait sans doute un tout petit peu vite, mais comme on n'avait pas beaucoup de temps, j'espère quand même que vous avez retenu certaines idées principales autour des réseaux de communication quantique. Si vous avez des questions, je vais quand même rester, je vais être un tout petit peu en retard pour ma réunion, mais je pourrais rester quelques minutes. Merci beaucoup, Eleni. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser directement. Profitez. J'avais une question pendant ta présentation, Eleni, Oui. sur l'efficacité de traduction photon, ensemble d'atomes et vice-versa. Mais tu avais donné la réponse après, c'est donc autour de 90%, si j'ai bien compris. Ça, c'était pour la mémoire. Je ne sais pas si la question concerne si l'interface entre une QPU, un coordinateur quantique à atome neutre et un lien photonique? Non. Si? C'était ça la Si, question? c'est ça. Ouais. Ah En oui. gros, il y Ah ben, avait un transparent où tu montrais photon mémoire et mémoire photon. alors, Et, oui, la mémoire quantique là, c'est là. Hein? Ah, je vais y arriver. oui, C'est là. ouais, Oui, c'est là, voilà. c'est là, Et exactement. donc, je vais poser la question de Oui, l'efficacité à gauche et aussi à droite. Et à un moment donné, tu as donné le on a chiffre une de efficacité 90%. globale. Disons qu'on a une efficacité globale que la probabilité qu'un photon rentre ou qu'il ressort, c'est effectivement c'est autour de 90% dans ce D'accord. cas-là. Ouais. Donc c'est très élevé. C'est très élevé, oui. Mm, mm. Ok. Merci pour la présentation. Moi, j'avais juste une question peut-être d'ordre un peu... Ah, Anis, je te passe la parole après. Peut-être d'ordre général sur les vitesses à laquelle vont se propager ces technologies. Mhm. Est-ce qu'on peut imaginer que des applications plus grand public puissent apparaître et à quel horizon? Ok, mais c'est une très bonne question. Hein. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre beaucoup d'emphase sur les applications. Donc, en fait, la réalité est que l'application commerciale disponible aujourd'hui de ce domaine, c'est essentiellement la distribution quantique des clés. D'accord? Donc, ça, c'est une application commerciale. Il y a des systèmes commerciaux qu'on a utilisés d'ailleurs, que je vous ai montré dans notre testbed parisien. Donc, d'autres applications que j'ai mentionnées, sont encore en étude, sont au niveau des preuves des principes dans les laboratoires comme les miens. Et donc, il faut démontrer qu'il y a un intérêt, que les utilisateurs finaux qui pourraient profiter d'un système de quantum money. On a eu d'ailleurs des gens qui étaient intéressés après la démonstration que je vous ai montrée. Les e-voting aussi a attiré un petit peu l'attention, les réseaux de capteurs, mais la réalité est que c'est très ouvert. Les vraies applications des réseaux quantiques, de l'Internet quantique, est encore une question ouverte. C'est ça la réalité. On ne sait pas en fait. De la même façon qu'un l'Internet classique, c'est un petit peu, on est dans les années 60 de l'Internet classique. Donc à ce moment-là, on ne savait pas que ça allait être partout autour de nous, qu'on allait l'utiliser pour tout. Donc du coup, on est un peu à ce niveau-là, on recherche encore les applications, les vraies applications de l'Internet quantique. Et par contre, cette perspective que j'ai donnée vers la fin, où on voit la communication quantique comme aussi une façon d'obtenir des calculs quantiques. Donc, parce qu'on voit comme les calculs quantiques modulaires, donc c'est-à-dire qu'on met donc des petits QPU pour faire un gros QPU en utilisant des liens optiques. Et donc, ça pourrait être le cas que finalement, la toute première application au-delà de la QKD de la communication quantique, ça va être le calcul. Donc voilà, c'est une longue réponse pour donner un petit peu plus de contexte. Oui, en termes d'application. Sur ton domaine sur lequel tu travailles le plus en termes sur la communication, tu as une conviction personnelle. Je pense que tu dois peut-être... évidemment, dans les années 60, on ne savait pas ce qu'on allait faire avec Internet, mais quand même, il y avait Oui. quelques chercheurs qui avaient une idée, même si elle n'est pas partagée par tout le monde. Toi, ton sentiment personnel, c'est quoi?
Ah, ben c'est vraiment ce que j'ai dit, par exemple, ce que je mentionne comme des applications potentielles, comme le quantum money, voting, les réseaux de capteurs avec des contraintes cryptographiques, je crois vraiment qu'ils pourraient trouver leur place, ou secure multiparty computing, que je n'ai pas détaillé, mais sur lesquels on travaille. Mais moi, il faut quand même faire les liens entre ça, qui est au niveau académique, et, et les vrais utilisateurs, hein. Donc, c'est ça qu'on manque pour l'instant. Ouais, merci. Je ne sais pas si on aura le temps pour une autre question. Pareil, donc merci beaucoup pour la présentation. J'ai appris beaucoup de choses. Donc pour moi, je travaille plutôt sur la crypto post-quantique. Du coup, ma question, elle est la suivante. Aujourd'hui, on est en train de développer des algos pour la crypto post-quantique pour essayer de sécuriser les réseaux de communication actuels vis-à-vis à un ordinateur quantique qui va aller un peu plus vite en termes de calcul. Donc, ce que j'ai pas vraiment compris dans la présentation, c'est que demain, s'il y a à la fois du réseau quantique et un ordinateur quantique, est-ce qu'on a commencé à définir quelles sont entre guillemets, les bases de sécurité informationnelle qu'on va utiliser dans ce monde-là? Donc, si on a à la fois un réseau quantique et un ordinateur quantique, comment en fait les problèmes difficiles sur lesquels on se base aujourd'hui pour définir des algorithmes cryptographiques vont être implémentés en fait dans ce monde-là? Est-ce que vous avez commencé à voir ça ou pas? Pas vraiment. La réalité est qu'on n'a pas vraiment, comme on n'est pas encore là, on n'a pas commencé. Mais de mon point de vue, ce qui va se passer, c'est que je vois vraiment la voie vers une hybridation des techniques quantiques et post-quantiques. C'est comme ça que je les vois. Je pense que pour des protocoles comme la QKD, comme la distribution quantique des clés, si on arrive avec les technologies que j'ai montrées à s'affranchir des trusted nodes, ok? Et donc, du coup, ça enlève une épine dans les pieds de la QKD. Donc, on arrive à faire, à distribuer des clés de façon sans avoir cette contrainte de sécurité. Il y aura quand même toujours les besoins, si on veut faire des transmissions de messages secrets, à combiner avec la PQC. Donc, c'est juste, donc on va intégrer, donc là, il y a beaucoup de travaux qui se passent, comme certains de vos collègues, je suppose, aussi, avec cette l'hybridation de trouver des vraies preuves de sécurité qui combinent des méthodes quantiques et post-quantiques. Et donc, pour les autres applications que j'ai montrées, globalement, il y a là aussi une hybridation d'hypothèses quantiques et d'hypothèses un peu computationnelles qui impliquent donc les méthodes de la PQC, de post-quantique. Donc, au moins, honnêtement, je vois le futur en termes de cybersécurité avec ces technologies du calcul et des réseaux quantiques comme une hybridation possible entre ces méthodes. C'est comme ça que je les vois, personnellement, pour profiter à fond de toutes les caractéristiques. D'accord, super, merci beaucoup. Francesca est plus connectée, j'ai l'impression aussi. Elle est repartie, d'accord. Elle est repartie. Okay. Donc, je pense que je vais... Ah, la voilà, elle est là. La voilà, ok. Oui, je suis désolée, c'est un problème de réseau ici d'où on est. Oui. Mes excuses, c'est pas... Pas de problème. Tu nous entends, Francesca? Oui. On te laisse clôturer l'événement? Oui, merci beaucoup encore, Eleni, pour avoir été avec nous et à une prochaine. Super, merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas du tout à m'envoyer un email ou à demander si vous avez des questions supplémentaires. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.